Il y en a qui n'ont pas aimé les blagues de cul dans la vidéo précédente, du coup je préconise d'en faire plus. Et sinon, on réclame des notes d'analyse sur des jeux vidéo, mais on n'a pas le temps quoi, c'est interminable The Witcher. On n'a qu'à faire The Hobbit. Il y a un jeu vidéo sur le Hobbit? Ouais mais est-ce que c'est vraiment la peine? Parce qu'on n'a rien de plus à dire, tout YouTube a déjà tapé sur ce film. Écoute, on a fait les 2 premiers, faut qu'on se fasse le 3e, c'est tout. Salut à tous et bienvenue dans ce 23e Nat et Alice où on termine notre analyse sur la trilogie du Hobbit par Peter Jackson. Pour ceux du fond qui ne suivent pas, on rappelle qu'on avait bien aimé le premier, mais pas le deuxième qui, en dehors d'un Smaug parfait, de quelques bonnes idées et de décors magnifiques, nous avait franchement déçus. Pas inspiré, confus, trop étiré et perdant son temps avec une romance débile. Maintenant que nous avons vu la version longue de la bataille des 5 armées, il est temps de conclure. Avons-nous aimé ce 3e et dernier volet? Non, je vous le dis tout de suite, on a détesté ce film. Il est mauvais, encore pire que le précédent. On va pas en dire du bien dans cette vidéo. Je t'entends pas approuver, Alice. J'ai pas détesté ce film. Je l'ai pas aimé, mais je l'ai pas détesté, et j'ai pas envie de m'acharner sur un cheval mort. Globalement, on est tous à peu près d'accord, c'était pas très bon. Même Peter Jackson a reconnu qu'il n'était franchement pas inspiré en faisant ses films, et on peut le comprendre. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire, mais après le départ de Guillermo del Toro du projet, Peter Jackson s'est retrouvé, certainement sous la pression des producteurs mais aussi des fans, à reprendre en main le projet, un projet qui n'était pas le sien, qu'il ne voulait pas faire, un projet qu'il fallait maintenant boucler en urgence, alors même que Jackson avait des problèmes de santé. C'est pas vraiment des conditions de production idéales et je pense juste qu'il faut garder ça à l'esprit avant de démonter ce film. Donc je peux le démonter quand même? Ah mais fais donc. Ce film est lourd, mais à tous les niveaux. Je sais que Peter Jackson n'est pas connu pour donner dans la subtilité, mais là, il est en roue libre. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Pourquoi est-ce qu'une telle chose existe? Dans La Désolation, je veux bien qu'Alfred soit là, parce qu'il permet d'avoir accès aux pensées du maître de Lecton. Mais dans la bataille, il est devenu inutile, et ne fait que pourrir le film à la moindre de ses apparitions, qui sont nombreuses. Ça resterait limité à ce personnage, ça passerait encore, mais même quelqu'un d'aussi noble que Thorin se met à friser le ridicule. Quand on se moquait de lui avec le coup du majestic Thorin, c'était bon enfant. Mais là, on dirait un ado capricieux qui se filme lui-même sur fond de musique émo pour nous montrer à quel point il souffre dans le dedans de lui-même. Sa plongée dans la folie est surlignée à mort, avec tous les clichés possibles que Peter Jackson affectionne et qui sont ici tous réunis en gros pâté. Ralenti, murmures inquiétants, angle de caméra étrange, mélange de voix d'acteurs, jusqu'à l'imagerie et la métaphore bien lourde. En tant que spectatrice, je me suis sentie prise pour une idiote tellement le film grossit le trait pour me rentrer les choses dans le crâne. Genre Thorin hallucine de voir Smaug sous l'or, pour plus tard faire le parallèle avec le moment où il contemple le corps de son ennemi sous la glace. Au cas où on n'aurait pas compris que ça symbolise ses démons intérieurs. Ah bah tu vois, moi j'avais pas compris. Puis en ce qui me concerne, ils peuvent bien mélanger la voix de Richard Armitage avec la voix de Benedict Cumberbatch. Ça me va très bien. Espèce de fangirl. Personnellement, après la déception de La Désolation, je n'avais plus aucune attente pour la bataille des 5 armées. Je m'attendais à ne pas aimer, et en ça, je n'ai pas été déçue. En revanche, certaines choses ont alors pu ressortir comme positives, et du coup, j'ai l'impression d'avoir préféré ce film à son prédécesseur. J'ai plutôt bien aimé la première partie. Au cinéma, l'attaque de la ville par Smaug est impressionnante, malgré cette scène ridicule avec l'arc. Il y avait une super proposition avec les survivants de Lecton en détresse. La plongée dans la folie de Thorin était, à mon avis, très bien servie par Richard Armitage, qui arrive malgré tout à faire ressortir les moments de tendresse du personnage. Et toutes les apparitions de Thranduil étaient absolument fabuleuses. J'ai regretté de pas en avoir plus, c'est tout. Lee Pace est excellent. Regardez cette scène avec Gandalf. On ne sait rien du passé commun des deux personnages, mais juste avec quelques regards et expressions furtives, on arrive à nous en raconter beaucoup sur eux et leur rapport. Malheureusement, toutes ces bonnes idées et tous ces bons acteurs sont étouffés par la seconde partie, la bataille. Et déjà, on va régler une chose, la question de la comparaison avec le livre. Nous, on n'a aucun problème avec le fait qu'il s'en soit éloigné pour l'adaptation. Dans le livre, la bataille éclate à peine que Bilbo, notre point de vue sur l'histoire, est assommé par une pierre random qui passait par là. Il se réveille après la bataille, qui lui est alors racontée, super vite, par les survivants.
C'est pas vraiment cinématographique, surtout quand on est dans une grosse production de ce genre. Et on ne s'attendait pas du tout à ce que ça se passe de la même façon dans le film. Donc on n'a pas de problème à ce qu'il y ait une grosse bataille à la fin, mais est-ce que c'était la peine de s'attarder dessus à ce point ? Surtout qu'on est loin des batailles épiques du Retour du Roi. On passe sur l'absurdité du largage par les airs de Beorn. On passe sur le caractère extrêmement confus des diverses armées, dont une qu'on va chercher je ne sais où. On passe sur le ridicule des vers géants de Dune, qui sont juste là pour confirmer que ce film vole sans pilote et que tout le personnel navigant a foutu le camp ou prend de la drogue. Mais cette bataille est longue et chiante. C'est une succession de petites scènes décousues où on passe d'un groupe à l'autre en essayant d'être inquiet pour des personnages beaucoup trop nombreux et bien trop mal développés pour qu'on en ait quelque chose à faire. En plus, l'ensemble donne dans le gag et l'image facile, ce qui nous sort constamment de l'action. Le nain sorti de Warcraft qui donne des coups de boule parce que c'est un nain, l'elfe qui se prend pour Sephiroth parce que c'est un elfe, le gros qui se bat avec ses fesses ou son ventre parce que c'est un gros, le moche qui est lâche et ridicule parce qu'il est moche. Et bien sûr, toutes les conneries que fait Legolas parce que pourquoi avoir de bonnes idées? Et c'est encore pire dans la version longue. Ils ont quand même rajouté 20 minutes inutiles de bataille qui, en plus d'être mal faites, sont bien gore, ce qui est complètement décalé par rapport au ton du film. Déjà que le mélange de l'épique et du gag passait difficilement, mais là soudain, on a des têtes qui sautent, des gerbes de sang, un troll amputé des 4 membres, Legolas qui bute 500 orques tout seul en un coup, un stage où tu fuis le boss de niveau qui court derrière toi en évitant les vagues d'ennemis qui arrivent d'en face. Bref, on se croirait dans un jeu vidéo complètement cheaté, et notre seul plaisir là-dedans, c'est de voir la truie et les bouquetins de combat. Puis, en dehors de l'indigestion de voir toute cette bataille qui n'en finit plus, c'est quand même complètement con d'avoir concentré toute cette bataille dans la seconde partie. Parce que la conséquence de ça, c'est que les enjeux établis en première partie se retrouvent engloutis sous cette masse confuse d'action. Le combat de Galadriel, Elrond et Saruman contre les forces renaissantes de Sauron, c'était quand même super important, en plus d'être une bonne idée. N'aurait-il pas eu plus de poids s'il n'avait pas été plié avant même la moitié du film? Si on avait été incertain de son résultat pendant que se passe la bataille des 5 armées, est-ce que, au moins, on aurait pu avoir une scène à la fin où Gandalf aurait reparlé de Sauron, histoire de pas faire genre on va mettre ça sous le tapis, c'est un détail. Personnellement, j'attendais beaucoup de la version longue du Hobbit pour apporter précisément ce genre de scène hyper importante à l'histoire, mais qui manquait à la version cinéma. En fait, pour poursuivre le parallèle entre ce film et le jeu vidéo, on en est venu à considérer les versions longues du Hobbit comme des DLC. La vraie fin n'est pas dans le produit de base. Malheureusement, cette version longue est dépourvue du moindre intérêt. Elle ne boucle même pas les différentes intrigues du film. On ne voit pas les peuples se réconcilier à la fin. On ne voit pas les nouvelles alliances se former entre elfes, nains et humains. On ne partage pas le trésor. On ne conclut pas la situation des survivants de Lecton. Ont-ils survécu? Vont-ils reconstruire Dale avec Bard à leur tête? C'est juste pareil que dans la version cinéma. Les 3 beaux gosses de l'histoire sont morts, du coup c'est bon. On n'a qu'à dire que la bataille est finie et oh, Bilbo est de retour dans la comté comme par magie. On ne fait toujours rien du personnage de Beorn qui ne se venge pas d'Azog. À ce compte-là, autant ne pas du tout le mettre dans l'adaptation parce que c'est juste du caméo foiré. On ne voit pas Thranduil récupérer ou pas le collier de sa femme. Mais là, j'ai une théorie sur ce qui s'est passé. Enfin, après tout ce temps. La parure est à nouveau complète. Ada, je suis magnifique. Ada, je peux aller jouer avec Toriel? Ada, je peux... Pas maintenant, Legolas. Bref, vous sentez les mecs qui n'en ont plus rien à foutre de leur propre film. Alors, on est en retard. 19 mois et demi sur la production, plus 23 mois. Il reste du budget pour les costumes? J'ai un acteur qui fait chier là. Oh putain. Beorn. Ah non. On a oublié Beorn. Il est pas dans le script. Je le veux dans le script. Faut le remettre. Putain, ok. Alors, on peut le catapulter dans la bataille à la fin. Les aigles. Un largage par les airs. C'est débile. On s'en fout. Putain. On va finir ce film, tu vas voir. On va survivre à ce film. Et puisqu'on en est à parler de la fin de l'histoire, venons-en directement au point qui nous a bien fait rager, indépendamment des travers qu'on a pu noter jusque-là. La mort de Thorin et de ses neveux.
C'était un des moments du livre qu'on attendait le plus de voir. Dans le livre, tel que c'est raconté après coup à Bilbo, Thorin est mortellement blessé pendant la bataille par le chef des orques. Ses neveux, Fili et Kili, le défendent alors jusqu'au bout, car même s'ils ne pourront pas lui sauver la vie, ils pourront peut-être empêcher les orques de s'emparer de son corps et de l'humilier. Et c'est comme ça que Fili et Kili meurent. Ça peut paraître anecdotique, mais pas du tout, parce qu'on est en plein dans un geste de chevalier qui défendent jusqu'au bout et de leur vie, par loyauté et amour, leur roi et oncle tombés au combat. Tolkien, qui est quand même un spécialiste de la littérature anglaise, médiévale et des sagas nordiques, en nourrit énormément ses histoires, précisément pour la force de ce genre d'action. Le film joue le moment différemment, pas de manière inintéressante, mais qui nous pose quand même quelques problèmes. Dans le film, Fili est tué sous les yeux de Thorin, ce qui n'est pas mal. Après tout, dans le livre, Thorin ne réalise probablement jamais que ses neveux meurent avec lui. Là, Thorin a tout loisir de contempler, impuissant, l'exécution de Fili, dont il se sent évidemment responsable. On est beaucoup plus dans la tragédie que dans le chevaleresque, mais ça marche plutôt bien aussi parce que Thorin est un personnage tragique. Le truc, c'est que effectivement cette scène aurait pu être forte si Thorin et Fili avaient eu la moindre interaction pendant les 3 films. À part une scène dans la désolation, ils n'ont aucun échange. Thorin a plein d'interactions avec Kili, auxquelles on comprend qu'il soit attaché, mais on aurait pu s'attendre quand même à ce qu'il s'intéresse aussi à Fili, l'aîné et son successeur pour le trône. Mais comme c'est pas le cas, la mort de Fili et sa résonance sur les autres personnages, on s'en fout un peu. Le problème de Fili, c'est qu'il a pas de romance. Donc pour le film, il est pas intéressant. Thorin à Bilbo et Kili à Tauriel. Résultat, ils ont tous les deux le droit à un développement et pas Fili. Pourtant, le Fili du film aurait pu être un super personnage. Il avait tout pour, mais ils n'en ont rien fait. Parce qu'ils ont privilégié la romance du petit frère. À la fin de l'histoire, Kili et Thorin agonisent chacun avec son amoureux à côté. Fili, une fois qu'il est mort, tout le monde s'en fout. Et puis merde, la mort de Thorin, Kili et Fili, c'est la fin d'une lignée maudite qui s'est battue pour retourner malgré tout sur la terre de ses ancêtres. C'est pas la mort de machin, l'amoureux de Trucmuche. On va pas taper encore sur la romance entre Kili et Tauriel, on l'a déjà assez fait dans la vidéo sur la désolation, mais qu'on soit clair, c'est toujours aussi bête et mal fait et ça parasite toujours autant, et le film qui aurait eu besoin de temps pour développer d'autres choses, et le personnage de Tauriel qui aurait pu apporter beaucoup, et les thèmes de l'histoire qui n'ont rien à voir avec la romance. Encore une fois, Fili et Kili meurent ensemble et par amour filial, pas séparés et en pensant à la femme qu'ils n'ont pas eu le temps de se taper. Et puis merde, avec cette romance à la noix, même Thranduil se retrouve affublé d'une remarque complètement conne, alors que jusque-là le perso était relativement épargné. Ça fait un peu genre... Non, Pierre-Louis, pourquoi tous ces moments passés ensemble? C'était donc un amour véritable. Mais qui a écrit cette merde? Et puis merde, le plus frustrant avec ce film, c'est de constater à quel point il aurait pu être mieux. La trilogie amorce plein de pistes, certaines totalement inédites par rapport au livre et qui auraient pu être formidables si elles avaient été assumées jusqu'au bout. Mais l'histoire du collier de Thranduil est oubliée, la femme de Dale, qui avait l'air trop cool, n'a aucun temps d'écran comparé à l'édulcorant de Grima, et Tauriel est réduite à sa romance. Et ils avaient commencé à faire quelque chose de vraiment génial sur le thème des relations père-fils entre Thorin et ses neveux, Thranduil et Legolas, Bard et Bane, Azog et Bolg, mais finalement... non. Et puis merde, à la place, c'est 10 000 sous-intrigues mal foutues, bataille de merde et romance de merde. Alors, voilà, la bataille des 5 armées, c'était pas très bien, c'était même plutôt un peu mauvais, et je pense qu'on peut même dire ça de l'ensemble de la trilogie. Mais on refuse de terminer sur une note aussi négative.
Le Hobbit au cinéma n'a pas ruiné notre plaisir en ruinant une belle histoire et tout son propre potentiel. Ça restait plaisant de revoir des personnages de fantasy et des lieux aimés et d'en découvrir de nouveaux. D'autant plus qu'une chose qu'on n'enlèvera jamais au Hobbit, c'est d'avoir des décors, des costumes et des accessoires toujours aussi magnifiques, malgré une CGI souvent moche et fake, ce qui est sans doute plus dû à la confusion d'une production cauchemardesque qu'au travail des petites mains. Et puis merde, le Hobbit a apporté plein de bonnes choses. Plusieurs super acteurs se sont fait connaître du grand public et du cinéma, dont en premier lieu Richard Armitage, Lee Pace, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Et enfin, pour tout ce qu'on a pu dire de mal sur lui, le Hobbit aura permis à une nouvelle génération de découvrir la Terre du Milieu. On ne peut que leur souhaiter d'y passer un long et agréable séjour. Quant à nous, qui avons toujours le livre d'origine tel que nous l'aimons et notre imagination, nous avons gagné 3 vidéos pour la chaîne et des mèmes particulièrement réjouissants. On behalf of the people of Lake Town. On behalf of... Et voilà qui conclut notre retour sur la trilogie du Hobbit. On espère que ça vous a plu. À la prochaine! On a enfin terminé notre tour sur les 3 films du Hobbit, tu te rends compte? C'est un peu une page qui se tourne. Ouais. Du coup, je me demande si notre conclusion manque pas un petit peu d'émotion. Enfin, je veux dire, Peter Jackson et Tolkien, c'est un peu le pathos en gros plan. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je peux savoir ce que vous faites là, encore une fois? Mais quoi? C'est une page qui se tourne dans l'existence de la chaîne, faut bien qu'on suscite un peu d'émotion. Puis c'est la fin du Hobbit, quoi. Il faut... Tu vois, il faut... On verra plus la Terre du Milieu au cinéma, quoi. Même si on n'a rien à foutre parce que c'était nul. Oh putain, ça pique. Tellement.